Alors les grandes lignes, c'est l'apprentissage du français. La clé pour l'intégration, c'est de maîtriser notre langue. Or aujourd'hui, on était sur un volume horaire d'apprentissage de 200 heures, donc on va passer à 400 voire 600. On va aussi travailler pour les personnes qu'on appelle non lecteurs, non scripteurs, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas scolarisées dans le pays d'origine. On va aussi en deuxième axe mobiliser les capacités des personnes, c'est-à-dire de ne pas être dans des offres de dispositifs, mais de réfléchir avec la personne à l'élaboration d'un projet de vie en France, dont la dimension professionnelle. Et donc à partir de là, on va prendre du temps pour construire ce projet, mobiliser les entreprises, mobiliser les réseaux d'acteurs, et ensuite le troisième grand axe, c'est on va retravailler la question de la mobilisation de la société civile pour intégrer les personnes. Donc ça veut dire, par exemple, que jusqu'à présent, on faisait un film qui présentait l'histoire de France, on vous parlait de Clovis, on vous parlait de l'édit de Villers-Cotterêts, des choses qui, pour quelqu'un qui arrive dans notre pays, n'ont aucun sens. Voilà. Donc plutôt, ce qu'on va faire, c'est plutôt dire, on va vous proposer d'aller à un conseil municipal, on va vous proposer de visiter la ville, de voir avec un monument, une église, un château, c'est quoi l'histoire de notre pays. Voilà, en gros, et la nouvelle méthode de travail, c'est d'avoir cette approche intégrée, c'est de sortir d'une approche classique dans l'administration. On fait les choses en tuyau d'orgue, et là, l'idée, c'est plutôt de partir de la personne, de construire ce projet d'intégration. L'intégration, c'est un parcours, c'est pas une assimilation, c'est pas perdre son identité, c'est simplement être bien dans la société française en acceptant aussi de respecter les valeurs de la société française. Je pense à la laïcité, je pense à l'égalité femmes-hommes, et à toutes choses qui font que les Français qui accueillent sont en droit aussi d'avoir, je dirais, la demande pour que les réfugiés soient insérés dans la société française qui respecte nos valeurs. Alors ça sera les associations qui depuis des décennies, il y en a 2800 dans le champ sanitaire et social, donc c'est le vecteur d'action, puisque l'État ne fait pas lui-même, donc ce sont ces associations qui sont en contact avec les personnes. Mais la démarche aussi, elle est aussi de transformer en termes d'échelle. Je parle souvent on fait de la dentelle avec des personnes vulnérables comme les réfugiés, et là je parle de dentelle industrielle. Et pour faire de la dentelle industrielle dans un process plus systémique, mot qu'on utilise plus aujourd'hui, il faut aussi que les citoyens soient mobilisés. Et je vais donc monter des applications sur smartphone de proximité dans les territoires. Donc ce n'est pas quelque chose qui va partir de Paris, c'est de recenser, j'ai 1 heure à consacrer, une demi-journée, je suis retraité, je suis en activité, mais là je peux consacrer 1 heure. Je peux accompagner quelqu'un à une activité sportive, à une activité culturelle, je peux participer à un bain linguistique. Et donc c'est aussi de renforcer le travail des associations. Et on reviendra peut-être sur le rôle des collectivités locales. Je pense que c'est important aussi de mobiliser les citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est dans une période d'inquiétude de la population par rapport aux migrations. Et je pense que le meilleur moyen de démontrer, encore une fois, qu'on est plus sur une richesse que sur une peur ou des risques, c'est de mobiliser. Et je vois encore une fois qu'à chaque fois qu'on ouvre un lieu d'accueil, on a au départ des résistances, mais dès que les personnes sont là, il se crée des relations humaines. Et en Alsace, par exemple, dans un petit village alsacien, la personne qui était la plus hostile, une personne âgée, est devenue dans le village papa gâteau pour les réfugiés, parce qu'il s'occupe des enfants, il les emmène à des activités. Donc je pense que l'engagement citoyen, c'est aussi un élément de mobilisation démocratique, de retrouver l'hospitalité, et donc de lever nos peurs. Alors la loi a été, le projet de loi, puisque ce n'est pas encore totalement adopté, et on va passer donc à la commission mixte paritaire. On a rajouté dans le titre de la loi, j'ai proposé à la rapporteure du texte d'ajouter intégration réussie, c'est-à-dire que ça s'appelle immigration maîtrisée, asile effectif, et on a rajouté intégration réussie. Donc l'objectif du gouvernement au travers de ce texte était de renforcer les mesures qui permettent le contrôle des flux et qui renforcent aussi la maîtrise de la demande d'asile en l'accélérant. Aujourd'hui, avant l'arrivée de ce gouvernement, on était sur des délais d'instruction de dossier de 21 mois, et là on est revenu à des délais de 9-10 mois. Donc la loi permet de renforcer, d'améliorer le processus de demande d'asile, et en même temps sur l'intégration,
qui n'est pas quelque chose qui relève de la loi, mais plutôt du pouvoir réglementaire ou d'un plan avec des moyens budgétaires, c'est ce qui a été décidé par le gouvernement. Mais néanmoins, au-delà du titre, il y a un certain nombre d'articles du texte de loi qui précisent, encore une fois, la mobilisation des acteurs pour l'intégration réussie des personnes à qui la France accorde le statut. Donc la loi a été l'objet de nombreuses controverses, mais néanmoins, elle est sur la même ligne que ma mission, c'est-à-dire une ligne qui peut parfois être une ligne de crête, mais entre des mesures de fermeté et de régulation des flux migratoires, et en même temps des mesures d'intégration des personnes à qui la France accorde le statut et qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément bien insérées dans la société française. On va le faire avec des stratégies développées dans les territoires. C'est-à-dire que je crois l'avoir déjà dit, ce n'est pas depuis Paris qu'on va organiser une intégration ou qu'on va organiser des parcours d'intégration. Donc j'ai commencé, je suis allé déjà à Bordeaux, à Strasbourg, je vais travailler avec l'ensemble des grandes métropoles françaises à la déclinaison territoriale de cette stratégie nationale. Pour cela, le gouvernement a mis des moyens budgétaires, donc je vais pouvoir discuter avec des collectivités, avec des moyens, que ce soit en termes d'ingénierie de projet ou en matière d'action concrète sur le français, l'accès au logement, dans une mise en perspective aussi que je n'ai pas dit en introduction, mais on est dans ce qu'on appelle le droit commun de l'action publique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique de discrimination positive, on ne fait pas plus pour les migrants qu'on fait pour les autres dans la République. Donc on est sur des publics vulnérables qui ont des caractéristiques propres compte tenu de leur parcours de migration, ils peuvent avoir des problèmes de santé mentale. Donc on va tenir compte de ces problématiques propres à ce type de population, mais on ne va pas faire de politique coupe-fil, de politique dédiée. Donc le logement, c'est difficile pour l'ensemble des Français dans les zones dites tendues, donc il n'y aura pas de coupe-fil, il y aura du travail avec les bailleurs sociaux, les propriétaires privés, pour insérer les réfugiés dans le logement, mais comme tous les autres publics vulnérables. C'est ça le message qui me paraît le plus important, c'est de ne pas laisser penser ce qui circule sur les réseaux sociaux, qu'on en fait plus pour certains que pour d'autres. Donc voilà, il ne faut pas opposer les publics. Et ce que je voudrais encore une fois, c'est qu'au travers des collectivités locales, on ait cette action de proximité, d'explication, et que les Français se rendent compte encore une fois qu'on est face à des personnes vulnérables, que la France accueille et qu'il faut traiter dignement dans la société française. Alors les CCAS, ce sont des acteurs centraux de la proximité de l'action sociale. Donc j'ai déjà en 5 mois fait une quinzaine de déplacements. À chaque fois, le CCAS est présent. Il est présent soit en tant qu'acteur, parce qu'il peut gérer lui-même des structures d'accueil pour migrants, mais la plupart du temps, il va être acteur de domiciliation, il va être acteur de l'accompagnement vers l'emploi ou vers le logement. Donc pour moi, en proximité, il y a bien entendu les autres acteurs avec leurs compétences, le département, la CAF, tous les acteurs qui vont être sur l'accès au droit. Mais le CCAS, c'est un peu le point de référence du territoire. Et les élus locaux sont, je le disais pour les métropoles, mais je vais avoir un travail avec l'ensemble des élus de proximité pour essayer là aussi d'inverser une démarche qui a été trop longtemps ces dernières années où l'État va repérer un lieu vacant et va mettre une famille à tel endroit. Le maire le découvre la veille ou quelques jours avant. Là, je préférerais qu'on parte d'un recensement de collectivités volontaires, d'élus qui ont envie de s'engager et d'expliquer à leur population pourquoi ils le font. Et à ce moment-là, on aura une beaucoup plus grande chance d'insertion dès lors que le tissu local, et bien entendu les CCAS, contribueront à l'accueil. Alors il faut pas non plus... parfois on me dit mais pourquoi vous ne mettez pas les personnes, vous ne leur proposez pas d'aller en milieu rural? Mais s'il n'y a aucune activité économique, s'il n'y a pas de solution d'intégration durable par l'emploi, ces personnes vont se retrouver dans des impasses. C'est ce que l'Allemagne a connu avec le grand nombre de personnes qu'elle a accueillies, qu'elle a réparties dans des territoires ruraux, et 3 ans après, si c'est trop éloigné de l'emploi, les personnes n'ont pas une intégration durable dans la société allemande. Donc voilà, je voudrais être sur ce travail de dialogue avec les collectivités locales, de co-construction. C'est un sujet difficile, mais je ne vois pas pourquoi, si on met de l'intelligence et de l'approche républicaine, on n'arriverait pas à trouver des solutions.